La famille, sachez que cet épisode est tiré d'une série d'émissions dispo exclusivement sur Apple Music, Légende Industrie Radio, avec tout plein de guests fantastiques. Sachez que si ça vous plaît, il y en a 5 autres à aller découvrir sur la plateforme. En attendant, je vous souhaite un très bon épisode et je vous fais de gros bisous. Oh là là. Bonjour à tous et bienvenue sur Légende Industrie Radio, la radio des Zozo. Let's go. Aujourd'hui, un épisode particulièrement légendaire puisque nous allons nous intéresser à l'avenir de la musique. Qui le fera ? Comment on le fera ? Comment on l'écoutera ? À quoi est-ce qu'elle ressemblera ? Quid de l'économie de la musique dans les 50-100 prochaines années ? Autant de questions passionnantes que nous allons nous poser aujourd'hui. Et pour nous aider, si pas à y répondre, au moins à imaginer des réponses possibles à ces questions, nous avons de beaux et vigoureux invités, tout plein de culture dans leur tête et d'imagination dans leur cœur. Mehdi Maizi et André Manoukian, bienvenue à tous les deux. Vous êtes très beaux et très vigoureux. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci pour lui et merci. Alors, Mehdi Maizi est une figure incontournable du journalisme musical français, spécialiste du rap et fin analyste des cultures urbaines. Après avoir officié notamment sur l'ABCDR du son, il s'est fait connaître avec l'émission La Sauce sur OKLM. Il a ensuite consolidé sa réputation avec Le Code sur Apple Music. Véritable passeur de savoir, il mêle érudition et passion pour raconter le rap comme une histoire vivante. Il est également auteur, notamment du livre Le rap a gagné. À quel prix ? Aux éditions La Fabrique. Exactement. Et il est également créateur de contenu sur YouTube et plus récemment sur Twitch. Tant de casquettes belles et vigoureuses. André Manoukian. C'est le terme. Mais c'est la DA de l'émission. C'est ChatGPT qui dit ça ou c'est toi Non, vraiment? c'est moi. T'es fort, Ah, hein, j'ai tout écrit. Je sais, je l'ai vu faire. André Manoukian est pianiste, compositeur, philosophe autodidacte et grand amoureux de musique du monde. Formé au Berklee College of Music, il s'est d'abord illustré comme arrangeur et compositeur pour des artistes comme notamment Liane Folly. Le grand public l'a découvert en tant que juré emblématique de Nouvelle Star, où son verbe poétique et ses envolées lyriques sont devenus cultes. Il est aujourd'hui très actif sur TikTok, où il partage régulièrement des réactions à des artistes contemporains et des découvertes inédites. Et il prépare la sortie de son 5e album, La Sultane, inspiré de la musique arménienne, attendu en octobre 2025. Alors pour commencer, mes chers amis et mes chers invités, interrogeons-nous d'abord sur la pérennité de la musique, parce que André nous disait tout à l'heure qu'il était extrêmement pessimiste sur tout ce qui allait se passer. Je formule un peu bien ma question. Quand on se pose pas trop la question, on peut avoir tendance à penser intuitivement que la musique c'est quelque chose qui a toujours été là et qui sera toujours là. Mais est-ce que, selon vous, c'est vraiment vrai ou est-ce que ça peut potentiellement tomber en désuétude comme on peut le voir avec la sculpture ou la peinture, par exemple ? Non, moi je pense pas que ça va tomber jamais en désuétude. Au contraire, on est en train de s'apercevoir, je dirais, de la puissance du son. On commence à analyser ça. Alors on a commencé par un mauvais côté, c'est-à-dire que depuis la Première Guerre mondiale, on a payé pour essayer de fabriquer des armes soniques. C'était un fantasme, de beaucoup de gouvernements. Pourquoi ? Parce qu'une arme sonique, on dit, tu sais, on se croirait dans Scooby-Doo. Je balance un truc. Oui, tu fais péter les parce cerveaux. Que, tu neutralises les gens et puis les équipements sont intacts, quoi, tu vois. Donc, et cette horreur a donné quoi ? Ça a donné qu'on a commencé à se pencher sur les effets physiologiques du son. Au-delà de ça, vous avez 5 minutes, les gars, putain, fallait pas m'inviter parce que là, on était en 14-18, ok ? Maintenant, on est en 1927. Okay. En 1927, il y a un physicien qui s'appelle Louis de Broglie et qui va avoir le prix Nobel parce qu'il a il fait une découverte sur la nature vibratoire de la matière, ok ? Vous m'entendez là, ouais. Ça veut dire que ça vibre. La tasse, elle vibre. Comment ça s'appelle ce qu'il y avait dans la tasse ? La malice. La malice, elle vibre. La console vibre. Toi, tu les vibres. atomes, moi je vibre, vous vibrez, on vibre tous. Et dans les années 60, 65, il a un jeune étudiant et il lui dit essaye de trouver un rapport entre les particules élémentaires. Alors c'est quoi les particules élémentaires, les gars ? Non, vous n'êtes pas sur France Culture. C'est un film d'ailleurs. Ou un livre, non ? Un livre de Michel Houellebecq. Qui a été adapté au cinéma. Exactement. Okay. Bravo. Non, mais vu que t'es super fort, fallait que je fasse un truc. Il est Bravo. Je m'en vais là-dessus.
Après, j'essaie d'abréger, de faire très très court et très très court. Mais c'est Non, mais c'est super. C'est passionnant. Donc, il s'aperçoit que on sait qu'il y a 20 particules élémentaires qui s'assemblent pour faire le vivant. Le vivant, c'est les plantes, c'est toute la biologie. Il y en a que 20. Et la question que le De Breuil pose à son assistant, c'est comment elles s'assemblent entre elles pour créer du vivant. Parce qu'elles sont 20, mais si l'ordre, il est pas bon, ça crée rien du tout. Ok ? Donc, il lui dit, essaye de me trouver un rapport entre ces particules-là. Et l'autre, il est musicien un petit peu. Donc, ces particules, elles s'appellent A, B, G, C, et lui, ça lui fait penser à des notes de musique. Donc, dans un premier temps, par mnémotechnie, il leur donne des notes de musique, et dans un deuxième temps, il dit, mais attends, tout ça, ça vibre. Ok. Mais ça vibre à des milliards et des milliards de trillions de fréquences. Ok. L'oreille humaine, elle entend entre 16 Hz et 15 000. Vous me suivez, les gars? Enfin, ça dépend de l'âge. Enfin, vous, 20 000, moi, 15 000. Ok. Oh, déjà 18 000. Moi, je suis à 16 000. Moi, Tu sais, dans la cave, on perd très très vite des fréquences. Donc, le gars, il se dit, mais toutes ces particules, donc ça vibre, et si je les emmenais dans ce qu'entend l'oreille humaine? Donc, par un jeu de proportions, il va s'apercevoir qu'en réalité, ces particules élémentaires s'assemblent par affinité musicale, c'est-à-dire qu'elles vont faire des notes de la gamme. C'est un truc de fou. Donc tout d'un coup, il invente un concept il va appeler ça la protéodie, la musique des protéines. Et il s'aperçoit qu'en jouant la musique d'une protéine en particulier, eh bien, il l'excite. Et il se met en face d'une plante, par exemple. Tu sais que la plante, quand il y a le soleil, dès que le soleil apparaît, eh ben, il y a une protéine de la croissance qui va se mettre en jeu. Et dès que le soleil n'est plus là, il y a une protéine de la décroissance qui se met là. Sinon, la plante, elle grossit, elle devient monstrueuse, elle s'écroule sous son propre poids. Et il s'aperçoit qu'en jouant ces petites mélodies, eh ben, il les stimule. C'est-à-dire qu'en réalité, tout résonne en nous. Et que plus tard, il y a une grande cantatrice qui, à la retraite, retourne dans son petit village de Sologne, et puis elle va brancher l'organiste en disant, tu veux bien qu'on fasse un peu des jams, quoi, tu vois, l'autre il fait, ok, d'accord, viens, ils font un peu du répertoire, mais sauf que comme elle se met à côté de l'orgue, dans l'église du village, ça vibre tellement qu'elle se rend compte qu'il y a des notes qui lui excitent une partie de son corps, d'autres notes, une autre, il commence à faire une cartographie, et en réalité, on est en train de rentrer dans l'ère où on va s'apercevoir, je dirais, des bienfaits de la musique sur notre corps, et c'est pour ça qu'elle est toujours essentielle. Donc, pour répondre à votre question, non seulement la musique sera importante dans le futur, mais en plus de ça, on va s'apercevoir de plus en plus de ses bienfaits, et on fait un gros fuck au passage à tous les connards qui veulent faire des armes de torture On les baise. soniques, exactement, parce que nous, on n'envoie que des good vibes. Et pour finir, les gars, il fallait pas me donner le micro, et après, c'est Mehdi qui va parler. Partitino, comment on se vient avec ça? Non. Je vais continuer à parler de Welbeck, c'est horrible. Tu le fais très bien. Mais sur le reste, je te laisse le micro. Et pour finir, il y a le dieu des musiciens chez les Grecs s'appelle Orphée. Et Orphée, son boulot en tant que musicien, c'est de transformer chaos, désordre en grec, en cosmos, ordre en grec. Le boulot du musicien, c'est j'allais dire, même avec de la dissonance, d'en faire de la musique, c'est-à-dire de toujours chercher l'harmonie. En gros, si le monde était dirigé par des musiciens, on n'en serait pas là, les gars. Voilà, donc c'est pour ça que Avenir non-stop. Après, évidemment, il y aura d'autres pratiques musicales. J'ai rencontré un mec qui me disait qu'il voulait faire des pilules musicales, puisque comme c'est le cerveau, donc tu manges une pilule et tu as la 5e de Beethoven dans ta tête, mais il me dit, il n'y a qu'un seul problème, c'est qu'on ne sait pas comment arrêter. En vrai, c'est merveilleux. trop une forme de torture terrifiante, dit comme ça. Ah ouais. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, on arrive à un stade où la musique va presque dépasser le concept de culture, parce que la musique, c'est quand même quelque chose de très culturel à la base. Donc là, ça va carrément dépasser le concept de culture pour aller presque toucher dans l'aspect... Ça fait carrément concret, un lien sensoriel. avec tout le reste de la matière, donc les animaux, donc les plantes, donc tout le reste. beau. Quoi. Mais en fait, c'est très beau. moi, ça me rappelle parce qu'en fait, dans la question que tu poses, je pense qu'il y a aussi déjà,
je pré-shot, ce sera beaucoup moins intéressant qu'André. Est-ce qu'on pourrait éviter de faire une vanne là-dessus quand j'aurais fini de parler, genre, tu vois, c'est bon, Bien on l'a sûr, dit, bien sûr, on bien le sûr. sait. Tu viens Ok, de on tendre peut- une perche là en plus. Mais voilà, La juste, merde. c'est bon, tu vois, c'est comme le battle d'Ismail. Ouais, Je m'auto-clash avant Ouais. que. Mais non, mais parce qu'en fait, tu sais, je pense que dans la manière dont tu poses la question, il y a peut-être aussi ce côté, tu sais, est-ce que ça va tomber en désuétude? C'est aussi sur la manière dont on consomme la musique, Ouais. la manière dont la musique est industrialisée, etc. Et en fait, ça, on peut en parler. Et je pense qu'il y a plein de nouveaux défis tout le temps sur les nouvelles plateformes, les nouveaux modes de consommation de la musique. Mais tu vois, moi, je me souviens d'une interview que j'avais faite d'une artiste qui s'appelait Marsha Kate, tu vois. Je sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui. Elle travaillait avec ALPHA à l'époque, un rappeur français. Et tu sais, c'était en pleine crise de l'industrie du disque, du CD, Internet, etc. Mais le streaming n'était pas encore arrivé et installé. Et donc, je lui pose, j'étais beaucoup plus jeune et très inquiet sur la musique, tu vois. Est-ce que les gens vont continuer d'écouter de la musique? Est-ce que les gens vont continuer d'en faire? Est-ce que les gens vont continuer est-ce que ça va continuer à vivre? Elle m'avait dit ce truc-là, elle m'avait dit, et c'était une jeune artiste en développement, dans une période très compliquée, qui faisait du R&B, de la soul, donc pas un genre extrêmement populaire. Elle m'avait dit, mais en fait, la musique, ça continuera, enfin, les gens continueront toujours d'écouter de la musique. Les gens continueront toujours d'écouter de la bonne musique, en fait. Ça va pas. Peu importe que la musique demain, elle soit diffusée en streaming, sur TikTok, ou que tout ça explose, et enfin, c'est pour ça que c'est très compliqué, tu vois, genre, quand on regarde la place qu'a pris TikTok dans l'industrie musicale et même dans les méthodes de consommation des jeunes auditeurs et auditrices, c'était imprévisible il y a encore 10 ans. Ouais. Donc c'est très compliqué de savoir comment ça va se passer. Peut-être que TikTok n'existera plus. Ouais. Mais en revanche, la musique et le bien, ou pas d'ailleurs, que ça fera aux auditeurs et auditrices, ça existera toujours. Donc tu vois, je pense qu'il y a deux questions. Il y a, est-ce que la musique continuera à être produite, à être faite? Évidemment. Je pense que les gens en ont besoin, c'est un besoin presque primaire, tel que tu le dis, en fait. Il y a un truc très physique. Est-ce que la musique continuera à comment elle sera consommée demain? Ça, c'est une autre question. Tu vois. Mais je pense qu'il y a ces deux choses-là. Mais l'art, en tant que tel, il continuera d'exister. Il est vital et il est antérieur au cinéma. Tu vois, le cinéma, il y a un truc presque technique qui fait que, même si c'est très important dans la vie des gens, c'est très récent. Dans l'histoire de l'humanité. Oui, puis c'est une manière de raconter des histoires. Exactement. La musique, il y a quelque chose de presque ancestral, tu vois, qui fait que, évidemment, que ça durera. Après, quelle forme ça va prendre, je sais pas. Mais c'est plus, je pense, les enjeux, ils sont beaucoup plus sur le côté industrie, où j'ai l'impression qu'en plus, les maisons de disques, etc., ont beaucoup plus de mal à prévoir ce qui va se passer demain. Parce que tout est devenu imprévisible aujourd'hui, notamment avec TikTok, etc. Et quand tu dis, pardon, je peux rebondir sur ce que dit Mehdi, parce que c'est vachement intéressant quand même. Quand tu dis que la musique est ancestrale, t'as même pas idée à quel point. Je me suis aperçu il y a pas longtemps que, en réalité, dans ce qu'on appelle les sociétés premières, enfin nous, quand on était Cro-Magnon, on va dire, le patron, le sorcier, le chef de la tribu, on disait le grand sachem. Ils ont ça comme ça. Pourquoi on l'appelait le grand sachem ou sorcier? Parce que sa fonction, c'était de communiquer avec les esprits de la nature. On est dans un temps où les éléments font peur. On les maîtrise pas. Le tonnerre fait peur, mais en même temps, il amène le feu. Il faut qu'il y ait du gibier, il faut qu'il pleuve, ou c'est la sécheresse. Bref. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les hommes, à chaque fois? Ils disent, il y en a un qui est un peu plus fort que les autres, et puis lui, il va parler aux éléments. Et du coup, il va avoir du pouvoir sur les autres. Devinez qui c'était le gars qui parlait aux éléments? Le barde. C'était le musicien. Exactement. On appelle ça le chaman aussi. Chaman en yakout, ça veut dire celui qui parle aux esprits avec son instrument et qui danse avec. Donc, le gars, le sorcier, il avait son bâton de pluie et c'était un instrument de pouvoir parce qu'avec ça, il faisait ou pas la pluie. Ceci dit, il avait une obligation de résultat. Si au bout de 3 jours, il n'y avait pas la pluie, il pouvait se carrer son bâton. Enfin, tu vois. Donc, c'était quand même un pari risqué. Voilà, mais c'était quand même un temps où, putain, les gars, c'était les intermittents du spectacle qui étaient les patrons, quoi. C'est fou, ça. Nous entamons la deuxième partie de cette émission. Il a une voix radio, c'est fou. Ouais, il le fait super bien. Il a une voix que je qualifierais de vigoureuse, personnellement. Belle et vigoureuse. Deuxième partie, comment on fabrique la musique aujourd'hui déjà et comment on la fabriquera demain. Aujourd'hui, on peut faire un morceau entier avec un téléphone ou une intelligence artificielle. Selon vous, qu'est-ce que ça change déjà ça dans la manière de créer? Et surtout, comment ça va se passer à l'avenir? Est-ce qu'on fera encore de la musique à la main dans 10, 20, 50, 100 ans? Et de quel œil est-ce que vous voyez les utilisations actuelles de l'IA et quelles utilisations potentielles vous imaginez de celle-ci? Tu nous parlais tout à l'heure d'une pilule. Et ces questions valent pour vous deux, mais également pour mes deux petits comparses. Mais parce que pour expliciter ça, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu les dernières évolutions des IA, c'est très récent, c'est depuis quelques semaines seulement. Il y a certaines IA qui te permettent vraiment
d'avoir des morceaux qui ressemblent à des vrais morceaux, vraiment, des compositions parfaites. Même, t'enregistres un piano ou un Rhodes, tu l'envoies à l'IA et il t'en fait un morceau en suivant la suite harmonique, le BPM, etc. Et il te fait un morceau complet avec ça. En fait, à partir de maintenant, j'ai l'impression que l'IA peut potentiellement remplacer le truc. Je peux commencer parce que comme toi, t'es artiste, je pense que t'auras évidemment une autre vision. Moi, je compose pas, je produis pas, je crée pas. Et en plus, en ce moment, je suis en train de me refaire la saga Terminator. Donc, tout ce qui est IA, c'est très, très terrifiant. Okay. Vraiment, je suis en plein dedans, là. Donc, ma première réaction face à l'IA et l'art au sens large, c'est vraiment une situation de défiance au départ. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai peur. Tu vois, j'ai peur, mais je suis fasciné. C'est-à-dire que quand j'entends un morceau inédit, Jay-Z featuring Nas, c'est pas eux. Et qu'en fait, comme j'ai pas de nouveau couplet de Jay-Z depuis 10 piges, je suis terrifié. En même temps, je dis putain, c'est bien, quoi. C'est bien fait. Ça qui est terrifiant, c'est que c'est bien fait. Mais mon premier rapport, évidemment, mon premier rapport à tout ça, c'est, en fait, est-ce que c'est pas en train de niquer la musique? Et en fait, c'est une discussion que j'ai eue chez vous avec Piprod, un ami et collègue à vous, exactement, qui lui est un producteur actuel qui utilise l'IA et qui en parle très librement. En fait, en parlant avec lui, je me suis fait une réflexion. Quand on arrive et qu'on dit ouais, l'IA, c'est en train de bousiller la musique, est-ce que finalement, quand les gens ont commencé à faire de la musique avec des machines, c'est-à-dire dans les années... Non, mais c'est une question que je me pose et je suis pas artiste, tu vois. Est-ce que c'est pas ça finalement? Est-ce qu'il y avait pas une forme de snobisme vis-à-vis des gens qui faisaient de la musique sur des ordinateurs, sur des machines, versus ceux qui avant en faisaient uniquement sur des instruments, tu vois? Et typiquement, moi, les musiques que j'ai le plus écoutées dans ma vie, le rap et dans une moindre mesure la musique électronique, c'est des musiques faites majoritairement sur des machines, tu vois. Alors, évidemment, l'IA ramène autre chose, c'est-à-dire le côté, c'est pas un être humain derrière tout ça. Mais est-ce que finalement, j'essaye de me déconstruire par rapport à ça et de me dire que c'est pas uniquement quelque chose de terrifiant, mais que c'est potentiellement un outil, quelque chose qui peut aider. Et je pense que ça doit être vu comme ça, comme quand on regardait. Enfin, je pense qu'il y a plein de musiciens qui devaient regarder Fruity Loops ou je ne sais quel logiciel avec un œil de mais c'est de la merde. Vous n'êtes pas des vrais musiciens. Il y en a encore qui sont bloqués sur l'autotune en 2025. Les producteurs de rap, historiquement, ont énormément été critiqués pour ça, ne serait-ce que le sampling, qui a souvent été vu comme uniquement du vol et pas comme de la création, alors que nous, chez nous, genre Primo ou J.D. ou Dre, c'est ultime, tu vois. Donc, moi, en fait, ma première réaction, c'est putain, j'ai peur. Et en fait, et c'est une question du coup que je pose aux créatifs comme vous, est-ce que c'est uniquement dangereux ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez stimulant sur c'est un nouvel outil, une nouvelle technologie qui peut peut-être permettre de faire des meilleurs trucs? Parce que si moi demain je fais un prompt et je dis fais-moi une prod G-Funk à la DJ Quick en 96, l'IA va me la faire, mais je vais pas être très créatif, je vais rien ramener de nouveau. Tu vois. Donc en fait, à un moment, je pense qu'il faut qu'il y ait une connexion entre des cerveaux et peut-être que je me trompe. Non mais je te capte. En fait, je pense que tout dépend à quel point tu arrives à ramener un processus créatif là-dedans. Tu vois, c'est que fondamentalement, quand tu as eu l'apparition des machines d'abord, même des synthés encore à l'époque où déjà les gens gueulaient sur ça, puis tu as eu les DAW, donc les logiciels avec lesquels on fait de la musique, donc Ableton, Fruity Loops, tout ça. Forcément, il y a toujours des gens, des puristes qui disent nous avant on faisait ça comme ça. Exactement. Maintenant c'est différent, c'est plus simple, ça simplifie le process. Nous on est des puristes, blablabla, tu vois. Mais fondamentalement, je trouve que la grosse différence, c'est qu'il y a toujours un peu un rapport au créatif, c'est-à-dire que c'est un outil où tu abordes la chose de manière un peu différente, avec peut-être quelques facilités encore, parce que apprendre à utiliser un DAW, c'est toute une autre discipline en vrai de vrai, tu vois. Et ça fait quand même, t'as un process qui est créatif quand même, où t'arrives devant ton truc, ça apparaît pas comme ça, tu vois. Je pense que la question qui inquiète un peu avec l'IA, de prime abord, c'est la génération d'un morceau, elle se fait de A à Z, tu vois. Que tu mets un prompt et t'as quelque chose qui est créé, machin. Et en fait, tout dépend, encore une fois, de comment est-ce que les gens vont utiliser ça. Ça veut dire que si, potentiellement, comme le fait Piprod, tu vois, ou même Pandrez récemment, tu vois, où tu génères un sample, tu l'utilises, et tu vois, t'en fais un truc créatif, tu le transformes, en fait. Il y a de la transformation, donc il y a de la créativité. Je pense que si tu te le réappropries en tant qu'outil, c'est intéressant. Et après, je pense qu'il faut plutôt se poser la question de ce que d'autres gens peuvent faire avec en se disant, moi, j'ai aucune expertise, je génère un truc de A à Z et je suis un artiste. Pour moi, la question, elle se pose plutôt dans ce périmètre-là. Pour moi, il y a un truc que Chrono disait, là où la musique, c'est intéressant, c'est que ça raconte quelque chose. Même la manière dont tu produis un morceau, ça raconte quelque chose. Je me souviens, je pense, de quasiment tous les morceaux qui sont sortis que j'ai produits. Et pour moi, chaque manière dont j'ai produit chaque morceau, c'est une petite histoire, tu vois, ça veut dire quelque chose. Et même, je pense que le public qui se renseigne beaucoup, c'est pas tout le monde, mais sait comment sont produits les morceaux, tu vois. Ceux qui se posent la question, ils peuvent, il y a un public qui est intéressé par ça. Dégoter le truc, tu vois. Et donc, ça raconte quelque chose quelque chose de plus sur un morceau, tu vois. Quand c'est généré effectivement 100% par IA, là, ça raconte plus grand-chose. Il y a plus d'histoire derrière le morceau, tu vois. C'est vraiment juste un prompt fait. Mais
Mais pour mettre aussi en corrélation avec ce que tu disais sur le sampling, pour moi, justement, il y a eu plein d'évolutions où les OG râlaient. Tu vois, il y a eu la même chose avec la guitare électrique. Hein. Tu sais, quand la distorsion est arrivée sur la guitare électrique, ça a râlé. Parce que, ouais, c'est bon, il y a du sustain infini. C'est pas des vrais guitaristes. Ceux qui jouent je parle des années 60, 50. Ouais. Et là, déjà, ça râlait. Ensuite, l'arrivée de l'autotune, l'arrivée des DAW, des logiciels de son. Mais là, pour moi, il y a une vraie différence. Et c'est plus proche du sampling, pour le coup, c'est que là, c'est pas vraiment toi qui fais le morceau, quoi. Ouais. Tu vois, en fait, pour moi, et c'est ça que je trouve intéressant avec ce truc-là, c'est que ça nous oblige à nous poser la question de c'est quoi un artiste, c'est quoi l'art, machin. Et on peut arguer, même si je suis pas forcément d'accord avec ça, tu vois, mais je l'entends comme un argument quand même, c'est que le simple fait de prendre la décision que ce morceau-là, c'est celui-là que je sors, c'est déjà poser un acte en soi. L'IA le fait pas tout seul. Tu vois, oui, je comprends. C'est juste le faire par l'IA, en faire 50 et choisir les 2 que toi t'aimes bien. Quelque part, il y a déjà, même si t'es pas là à la sueur de ton front, quoique, peut-être que ça peut exister aussi, tu vois, un type qui se rend zinze. Finalement, tu deviens un genre de DA, quoi. Ouais. Moi, je dis il y a 2 choses. Ce que disait Mehdi tout à l'heure était très intéressant. Voilà. Deuxième point que tu marques, c'est pas mal. Là, c'est une grande victoire. Merci André. Je vois que t'en fais un peu trop, mais ça me fait du bien. Voilà. Tu as une période pas évidente de ma vie. Là, vraiment, tu me reboostes, ça me fait beaucoup de bien. Là, on pose la question du rapport entre la technique et la musique. Or, il a toujours existé, ce rapport. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les premiers instruments, c'est Pythagore qui a fait une lyre et qui a commencé à faire la gamme parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait un jeu de proportions et tout ça. Et puis, la grande révolution, elle va venir bien plus tard. C'est quand on va passer, par exemple, du clavecin au pianoforte. C'est quoi la différence entre un clavecin et pianoforte ? C'est que sur le clavecin, eh bien, on a des touches, tu vois, mais c'est avec des petits plectres de guitare qui pincent la corde. Du coup, ça fait un son un peu aigrelet. Et tout d'un coup, Monsieur Zilberman, en 1700 et quelques, il a l'idée de mettre un petit marteau. Et là, tout d'un coup, ça fait un son plus fort. Et le pianoforte va naître. Et c'est grâce au piano qu'on va avoir Beethoven et qu'on va avoir tous les romantiques. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on va avoir une machine puissante, les musiciens ils vont faire des trucs qu'ils n'auraient jamais fait s'il n'y avait pas eu le clavecin. Maintenant, la question que quand tu compares l'IA avec les samples des rappeurs, je suis pas du tout d'accord. Parce que les samples du rappeur induisent une pratique musicale très spéciale qui est, j'ai un loop qui dure 3 secondes. Et avec ça, je vais faire de la musique par un jeu de répétition. Or, quand je commence à répéter un truc, je rentre dans une pratique musicale vieille comme le monde qui s'appelle la trance. La trance, elle vient de la répétition. Et tout d'un coup, cet effet hypnotique d'une boucle, même si tu prends un batteur, ça fera pas la même chose. Mais la loupe qui répète avec le gars qui pose un son, une voix dessus, et du coup qui va rentrer dans une espèce de stance, là, on arrive dans un genre musical qui est formidable, qui est nouveau, qui est créé uniquement par cette technologie du sampling. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous propose l'IA aujourd'hui ? L'IA, dans la manière dont vous parlez, c'est pas très intéressant. Pourquoi ? Parce que tu fais un prompt et tu te dis fais-moi un truc à la manière de. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc du coup, elle va rien créer. Donc par contre, le jour où on va commencer à jouer avec l'IA dans un processus créatif, c'est-à-dire que l'IA fasse des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé et qui vont dépasser la simple copie ou qui vont simplement, à partir d'une faiblesse, produire quelque chose, là, ça va être intéressant. Si elle est au service du musicien, il y a un troisième aspect. Pour l'instant, on n'y est pas. Parce que, voilà, la manière... Si, ça va t'obliger à écrire des prompts. Donc, du coup, à essayer de rentrer dans une analyse musicale. Et puis à dire, tu sais, c'est comme dans un film porno. Toi, tu fais ça avec lui. Toi, tu fais ça avec lui. Tu vois, ça pue du cul un petit peu. Pardon, de l'analogie. Moi, j'ai jamais regardé. Mais revenons sur la musique, s'il te plaît. Par pitié. Par contre, clavecin, parce que là, je suis un peu choqué. Par contre, le jour où, je sais pas, où l'IA, elle va faire quelque chose d'inouï. Dans inouï, on n'a jamais entendu ça. Et puis, pour finir, il y a aussi la définition du génie. Génie, ça vient du latin générer. Ça veut dire c'est quelqu'un qui invente quelque chose que personne n'a fait avant lui. Donc, tant que l'IA, elle fera pas ça, bof.
Par contre, si tu te sers de l'IA comme d'un assistant, moi, je fais souvent la comparaison avec, tu sais, les peintres géniaux de la Renaissance, du Quattrocento, etc., les Raphaël, les Michel-Ange. C'était des ateliers. Ils avaient 40, 50 apprentis. Le maître... Comme nous, chez les gens d'industrie. Exactement, voilà, c'est ça. Vous avez des petits rats qui travaillent pour vous. Exactement. Et qui Ils mettent font les kicks, tourner ils mettent les snares. l'électricité et tout. C'est ça qu'ils font. Hein. Exactement. Et donc, les gars, c'est comme ça qu'ils ont pu produire tous ces trucs qu'ils ont produits. Donc, si tu te sers de l'IA comme de ton assistant, et si tu as une vision, ouais, c'est de l'art. Maintenant, l'IA, elle est ce que t'en fais, quoi. Et moi, je dis juste aux icos, quand même, servez-vous de l'intelligence artificielle pour ne pas que l'intelligence artificielle se serve de vous. Comme un outil, mais il y a déjà des IA artistes en soi, tu vois, plus peut-être dans le médium visuel, machin, mais je sais qu'il y a des gens qui réalisent des films, des clips, où en fait, l'idée, c'est de générer plein de prompts, donc tu peux pas générer un truc en entier, donc tu vas générer des scènes et tout, et des gens qui se revendiquent IA artistes, où ils se disent, voilà, je vais essayer de mettre en place une DA, machin, aborder l'IA avec une forme de prompt pour qu'à la fin, j'ai un truc qui soit... cohérent, qui suive un truc. Et ce qui est bien dans ce terme, que tu dis là, je t'avoue que le terme IA non, mais moi je suis un peu d'accord avec ce ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nous, on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est à l'aube d'un truc qui est en train d'apparaître, qui nous fait peur parce que c'est le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, waouh, c'est flippant, ça va nous remplacer. Mais peut-être que déjà, j'allais pas dire nos ancêtres, mais les gens d'il y a 20-30 ans se posaient la même question en se disant, mais attends, les dos, c'est n'importe quoi. Nous, on faisait de la musique, machin comme ça, avec des instruments. Et là, des gens avec un synthé et des plugins, ils arrivent à simuler une basse et simuler une guitare. En fait, c'est ça. Je pense que là, comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle forme de technologie qui apparaît, en tout cas dans la musique, ce qui fait flipper les gens, c'est pas vraiment le truc. C'est l'idée qu'ils s'en font, alors que, en fait, comment dire, les gens qui sont contre l'autotune, ils croient que l'autotune, ça te fait chanter bien, alors que tu chantes mal. Et ça n'existe pas. C'est faux, ça. Et de la même manière, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'IA où tu appuies sur un bouton et ça te fait un morceau bien. Ça n'existe pas. Je pense qu'il y a un monde où il y a un jour, il va y avoir quelqu'un qui va se dire, tiens, je vais l'utiliser de cette manière, et ça va être une manière révolutionnaire. On va dire, ah ok, donc on peut faire vraiment un truc intéressant. C'est ça que je voulais dire. Effectivement, je pense que c'est la question que je me pose. Dans quelle mesure, à un moment, on va arriver à ça? C'est ce que j'essaye de dire moi, je suis pas artiste, donc j'essaye de voir ça avec un peu de positivité et pas uniquement avec le côté c'est terrifiant. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, ça me terrifie. Ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a ce truc de... En fait, il y a des gens qui sont extrêmement créatifs et qui ont des beats à la place des mains et qui savent rien faire de leurs mains. Tu vois. Et l'IA peut permettre à des gens qui sont extrêmement créatifs de faire des trucs alors qu'ils ont ni le temps ni le pouvoir d'apprendre à jouer d'un instrument ou faire des trucs, etc. Et ça, cette perspective-là me plaît beaucoup. En fait, pour moi, là où elle en est, le stade actuel de l'IA, pour moi, pour l'instant, c'est un peu terrifiant. On est au début, en fait, de ce truc-là. Parce que là, actuellement, ce qu'elle fait, l'IA, c'est qu'elle te génère vraiment un morceau. Tu lui dis, fais-moi un gospel triste avec ces paroles-là et tu chantes comme ça. Oui. Elle te le fait, tu vois. Mais c'est pas bien. Personne n'a envie d'écouter ça. Mais ça... Toi, t'as pas envie. Attention, toi, t'as pas envie d'écouter ça parce que toi, tu fais de la musique. Je sais que il y a beaucoup de gens qui se rendraient même pas compte que c'est de l'IA. J'ai écouté une interview du GOAT, Laurent Garnier, récemment, et qui donnait une stat qui était assez folle sur le fait que 20% des morceaux qui étaient uploadés chaque semaine sur les plateformes étaient de l'IA. Donc, alors, ça veut pas dire que c'est 20% des morceaux qui sont écoutés, mais 20% des morceaux qui sont uploadés. Donc après, c'est-à-dire que dans les playlists, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui écoutent des musiques via des playlists, des playlists de mood. Ouais. Je travaille dans le streaming depuis 2017, Chrono. Je peux t'en parler. Mais tu vois, toutes les playlists, Electro Morito, non mais tu vois, Sunset Vibes. Ce serait le nom d'un groupe terrifiant, Electro Morito. C'était le nom d'une soirée qu'un de mes meilleurs amis organisait à l'époque. Incroyable, le nom il est fou. Mais c'est un nom de playlist potentiel, tu vois ce que je veux dire? Tu la vois, la cover de playlist, tu vois un cocktail. Là, tu touches un vrai truc. C'est-à-dire, en fait, à qui profite le crime? Oui. Ok. À qui profite le crime? Aux plateformes de streaming qui en ont plein le cul de verser 80%. Au capitalisme, André, dis-le. Et qui on verse pas tant que ça en plus, ça qui est terrible. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de la musique. Exactement. Et pour le coup, mais ça va produire à force de... Parce que l'IA, elle ne sait faire que copier aujourd'hui. Tout à fait. Et même si tu lui dis, fais-moi un truc de ouf et tout, elle va te faire un truc de ouf, mais un peu chelou et tout. Et puis sur lequel t'as aucun... Donc, ça marche pas bien. Donc, au bout d'un moment, à force d'être dans un marais où tout le monde fait un peu la même chose, bah juste, nous, ça va nous obliger à tout d'un coup aller un petit peu ailleurs, quoi, tu vois. Et par réaction... Exactement. Bah voilà, pendant la vague punk, il y a un mec qui est sorti qui s'appelait, vous étiez pas né, vous, à cette époque, Angelo Branduardi, un espèce de barde italien, et qui s'est mis à cartonner parce que
C'était au autre chose. milieu du punk, t'en avais un petit peu marre et tout, puis tout d'un coup, le gars, il arrivait, un petit ange, mais qui te chantait des trucs un petit peu romantiques et renaissance. Donc, il y a... Et pour finir, parce que je vais essayer de faire des phrases courtes, mais j'ai du mal, heureusement que l'IA va m'aider bientôt. Il y a quand même un truc, c'est que quand tu vas regarder tout d'un coup un doc sur Jimi Hendrix, aucun gosse ne passera à côté de l'envie de se payer une guitare électrique. Et ce qui s'est passé pendant le Covid, par exemple, on l'a noté, il y a des études qui ont été faites, c'est que tous les gosses étaient tellement coincés chez eux, devant leurs écrans, à voir des trucs, que quand ils sont sortis de là, il y a eu 2 fois plus d'inscriptions dans les écoles de musique et dans les conservatoires. C'est-à-dire qu'à force de regarder des tutos, et moi, quand je me réveille le matin, je vous dis tout, les gars, je vous raconte ma vie sexuelle, j'ouvre mon téléphone, je me mets, évidemment, j'ai que des tutos de jazzman, quoi, tu vois, mais tout d'un coup, je vois un tuto qui fait 1 minute avec un gars qui fait un truc sur son piano, et moi, derrière, je vais bosser pendant 3 mois pour l'avoir, ce petit plan. Donc, il y a une notion pédagogique incroyable dans cette affaire-là. Si tu bosses avec un répétiteur comme l'IA, tu vas t'éclater à apprendre le vrai instrument. C'est-à-dire que plus tu auras de l'IA et plus tu auras envie de faire saigner tes doigts sur une guitare électrique ou sur un piano, de toucher la matière, de toucher le son. Et ça, personne jamais ne l'arrêtera, quoi. Moi, j'ai quand même une question. Finalement, tu vois, je me dis, genre, tu vois, typiquement, donc, on a eu, évidemment, le moment où les dos sont apparus, on s'est mis à faire beaucoup de musique qui sonnait très synthétique, tu vois. Dans les années 2010, on a eu une grande période où c'était des prods très synthétiques, machin, ça a continué même jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et on a constaté un truc, c'est qu'il y a eu un grand retour en force de la musique organique. Ouais. Tu vois, ça veut dire le retour des instruments, des machins, de faire de la le grain analogique, etc. Le côté, tu vois, on voulait faire de la musique super clean, et puis maintenant, ce qui est un peu à la mode, c'est le grain, c'est le truc avec le côté un peu lofi, un peu cassette, machin, simulation de tape. Ouais, puis même dans les instruments, tu sais, même quand tu écoutes la musique moderne, genre le rap même, etc., les prods qui vieillissent le moins, c'est toujours les choses qui sonnent les plus organiques. Donc quand il y a du sample ou quand il y a des vrais instruments, dès que tu utilises des sons synthétiques, tout de suite, ça a une date de péremption. Les gars, je vous parle d'une époque que vous n'avez pas connue, mais quand le DX7 est arrivé, on a tous jeté nos Rhodes Fender pour s'acheter cette bouse affreuse, quoi, tu vois. Et ça a duré 5-6 ans, et après, on a tous racheté nos Fender. DX7, parce que j'ai l'impression que c'est un truc un peu mythique, très utilisé encore aujourd'hui. On m'en parle pas, parce que c'est pareil que l'IA, c'est avec le tank, le son de slap tout pourri et tout, là. Tu vois, le générique de Seinfeld et tout ça. Voilà. Mais quel classique. Ouais, mais quand c'est arrivé. Quand c'est arrivé, tout d'un coup, c'était nouveau ce son. On le trouvait extraordinaire, quoi. Tu vois, il y avait des chanteurs qui avaient 5 DX7. En plus, c'était, tu vois, il n'y avait pas un bouton qui dépassait. C'était déjà futuriste. Et puis, tout d'un coup, on s'est aperçu. C'est là que je rejoins DJ Mehdi. Enfin, Mehdi. Beaucoup moins de talent. Mais quand même, qui a chaque fois des réactions qui sont extrêmement intéressantes. Quand il disait que, non, mais c'est important de le dire. Sur la musique 70, où quand vous disiez finalement les choses qui vieillissent le moins, c'est les choses acoustiques, mais on est tous complètement d'accord. Regarde la musique des 70s. Exactement. On reste comme un fou. Et en plus de ça, je vais vous dire, on est même incapable de la recréer pour le coup, celle-là. Parce qu'il n'y a plus les machines de l'époque, il n'y a plus les compresseurs, il n'y a plus la bande. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée des plugs qui recréent les problèmes des bandes magnétiques. C'est quand même ouf, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu vas chercher du Crowell, tu vas chercher du scratch, tu vas chercher tous ces défauts-là qui faisaient vivre finalement. Et tu dis, il n'y a plus les mêmes machines. Est-ce qu'il y a encore les mêmes musiciens? Est-ce qu'il y a un savoir-faire qui se perd ou pas du tout, selon toi? Non, c'est une question que je pose. Les musiciens deviennent de plus en plus J'ai bien aimé cette octave qu'il a la question. Oui, parce qu'il a fallu que je réagisse. Non, mais par contre, je pense que les musiciens, ils sont de plus forts. C'est vraiment une question très très naïve. C'était pas du tout une tech, genre en mode ils sont moins forts. Non, ça se voit que t'es pas musicien, je te jure. Exactement. Pour moi, c'est comme dans les échecs. C'est comme dans le sport. Ouais, c'est comme dans le sport. C'est comme le niveau fait qu'augmenter. Le niveau fait que, parce qu'en fait, forcément, on se compare toujours à ce qui s'est passé avant. Est-ce que être plus technique, c'est forcément être meilleur? Je suis pas sûr. Non, ça, c'est une question philosophique. Je regrette. Il faut prendre le temps de répondre à cette question-là. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau de la virtuosité, mais c'est esbrouffant. Et en musique classique, je te dis pas. Ah oui. Putain, des gamins de 5-6 ans, tu les vois beaucoup en Chine, hein, quand même, parce qu'on est beaucoup dans la répétition aussi. Je veux dire, mais pas du tout. C'est la folie, quoi. Moi, j'ai eu cette information qu'en Chine, il y a 1 million de pianistes qui ont le niveau pour être des grands concertistes. Comment tu fais? Un million? N'importe quoi. Bah ouais. Ok. Et puis la différence, du coup, elle est au poil de cul, quoi.
Donc c'est vraiment... Exactement. Mais ce qui prouve que, encore une fois, l'amour de la pratique de l'instrument ne changera jamais, quoi, tu vois. Et que plus on va aller vers du chimique et plus on va avoir envie d'organique. Et je pense qu'il y a toujours un rapport à l'humain qui est archi présent. Tu vois, typiquement avec l'arrivée de l'IA, forcément, il y a un côté robotisation, un côté c'est les machines, tout ça. En parallèle, on remarque aussi un truc, c'est que la musique live, elle a jamais autant existé, j'ai l'impression, qu'en ce moment. C'est-à-dire que les gens vont au concert, les gens vont au festival, les gens vont voir des gens faire de la musique. Et j'ai l'impression que, est-ce que c'est pas aussi ça, une grosse partie de l'avenir de la musique, c'est que on va voir ça, tu vois, et qu'il y a un truc humain où ce qu'on veut, c'est partager un truc avec des gens et que fondamentalement, les gens se réunissent autour de ça et que c'est peut-être ça aussi. Je vais me permettre de rebondir. Par pitié, rebondir là-dessus. Parce que c'est la culture, quoi. J'avais une question là-dessus. Le public va-t-il devenir de plus en plus artiste ? Avec les outils de création accessibles à tous, la frontière entre artiste et public se brouille. Les auditeurs remixent, produisent, filtrent, samplent. Est-ce que demain, écouter de la musique, ce sera aussi en fabriquer, en transformer, en jouer ? Est-ce que l'expérience musicale va devenir collective, participative, immersive ? Vigoureuse. C'est intéressant. Il y a un problème dans ce que tu dis, par contre, là. C'est que t'as omis une ligne, là. Regarde. Il y avait ça avant. Oui, détendre l'atmosphère, paix, blague, etc. Il a vraiment écrit ça. Bah, fais-le, Pandrez. Bah, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est toi qui l'as relevé, hein. T'as envie de péter. Ouais, mais c'est pour ça que j'étais perdu. En fait, je suis allé sur la partie d'après parce que je rebondissais sur lui. Mais pour moi, si tu pètes pas, on peut pas passer là. Ok, Allez, c'est parti. Enregistré pour vos Et servir. ça, c'est pas de l'IA, les gars. Sniff ça, mon gars, c'est pas de l'IA. Ça, Les c'est bien machines humain. pourront jamais C'est vrai que la musique, il y a quand même, encore à l'heure actuelle, moi, je trouve que c'est un côté très vertical Non, mais dans le c'est sens où... Grave d'accord. Non, mais je suis grave d'accord avec toi. Mais Ouais. pour moi, ça fait 10 ans que c'est de moins en moins le cas, justement, grâce au Do, grâce à FL Studio, Ableton, Voilà, c'est ça. etc. C'est déjà, ça commence à être de C'est moins ça. en moins Et le on cas. sent que le public est de plus en plus exigeant, est de plus en plus DA, de plus en plus critique. Tu sais, genre, il y a tout le monde a... Comme tout le monde aussi devient un peu créateur de contenu avec TikTok, machin, etc. Il y a de plus en plus de critiques de musique déjà, et l'oreille s'affine, j'ai l'impression en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce truc-là ? Comment vous imaginez par la suite la frontière entre l'artiste et le public ? Alors moi, je peux commencer parce que Elle est très intéressante cette question, elle est André. très, très Je peux me serrer la main pendant que je peux te serrer la main. Elle est presque trop intéressante. Ok. Elle est presque intimidante. Elle est fondamentale. Alors les gars, je vais vous ramener encore à une autre époque. Voilà, dans les années 80, il y a un gars qui s'appelle Jacques Attali. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a fait les Sherpas de Mitterrand. Il écrit plein de bouquins et tout. Et il est encore là d'ailleurs. Il C'est est fou, encore là. un autre débat. Et donc, il aime la musique, il aime ça. Et un jour, il aimait la musique, lui. Ouais. Et un jour, il fait une interview à France Musique et le patron de France Musique entend qu'il est bon sur le sujet de la musique. Même, il s'amuse à diriger un petit orchestre de temps en temps. Et lui, il lui pose cette question, est-ce qu'il y a un rapport entre l'économie, parce que c'est un grand économiste, et la musique ? Et le gars, il dit, tiens, cette question est intéressante. Tu vois, comme Chrono vient de nous poser une question intéressante. C'est très intéressant, les questions intéressantes, parce que ça te fait réfléchir et ça te fait gratter la tête. Donc, Attali réfléchit 2 secondes et il dit alors un lien entre l'économie et la musique, il planche là-dessus. Et voilà, il a commis un petit livre qui s'appelle Bruit au pluriel, ok ? Et je vous le conseille, les gars. Okay. Et dans ce bouquin qu'il a écrit dans les années 80, voilà ce qu'il dit. Il dit, tu sais, la musique, on appelle ça un air. Un air de musique. Un air de musique, mais c'est aussi l'air du temps. Et l'air du temps, le musicien, il le capte tout de suite et il le joue tout de suite. Ok ? Parce que nous, on est créatif quand ? À partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'on vit dans une vibe, on vit dans une tribu. Et puis, on traduit tout de suite l'air de cette tribu, finalement. Et c'est pour ça que tu es dedans. Après, quand tu commences à vieillir, tu compenses parce que tu as plus de savoir-faire et tout. Puis, tu vas aller naviguer dans d'autres tribus. Du coup, tu te poses des questions, tu commences à te torturer, etc. Donc, l'air du temps, le musicien, il le joue tout de suite. Mais l'air du temps, avant de se structurer dans une société et de la faire, il va mettre plus de temps. Mais c'est le même air. Ça veut dire que ce qui va se passer dans la société, le musicien l'a joué
tout de suite. Ça ne veut pas dire que le musicien est un prophète. Lui, il joue tout de suite et puis ça arrive après. Et du coup, il se rend compte que dans la musique de Mozart, qui a été écrite au XVIIIe siècle, on entend le triomphe de la bourgeoisie du XIXe siècle. Dans la musique de Stravinsky, qui a été écrite à la fin du XIXe, on entend le fracas des 2 guerres mondiales. Dans la musique de Bob Marley, qui a été écrite au XXe siècle, on entend l'Afrique du XXIe siècle qui va se réveiller. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de musique ? On a des gosses qui sont ouverts sur le monde entier. Un son vient d'ailleurs, je ne sais même pas le pays d'où ça vient, mais ce son, je ne l'ai jamais entendu, je veux jouer avec. Ça, c'est plutôt assez positif. Et Attali, il dit une deuxième chose dans ce bouquin, pourtant qui a été écrit dans les années 80, il dit bientôt, les gens n'achèteront plus de musique, mais ils la fabriqueront eux-mêmes. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, effectivement, les outils existent pour que chacun puisse, mais maintenant, si tu demandes à une IA de te faire un playback, on n'entend pas l'IA en tant que telle. Tu vois ce que je veux dire ? On entend des chœurs qui chantent, et puis après on dit « Ah, c'est l'IA qui les a fait. » Ah ouais, bah what the fuck au fond, quoi, tu vois ? Parce qu'ils ont joué exactement comme des chœurs. Par contre, imagine un espèce d'instrument que tu n'aurais jamais entendu de ta vie. Tu fais « Ah ouais, d'accord, ça vient de l'Ouest et tout. Qu'est-ce que c'est ? Ça vient d'ailleurs. » Bon, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne se marche pas. Mais le fait que chacun puisse bricoler avec son instrument, bah, est-ce que ça va enlever le génie de ceux qui ont du génie ? Non. Qu'est-ce que tu entends, toi, dans la musique d'aujourd'hui ? Moi, dans la musique d'aujourd'hui, je dirais, je suis ébahi. Je vais te dire pourquoi. Il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, on m'a dit hey, mets-toi sur Twitch et tout. J'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire sur Twitch ? Et puis voilà, vu que tu es en contact direct avec les gens, je leur ai dit bah, tu sais quoi, envoyez-moi vos sons et puis je vais débriefer. J'aime bien analyser un petit peu et tout. Voilà, j'ai commencé ça avec la Nouvelle Star. C'est un exercice qui est hyper intéressant parce que c'est pas facile. Parce que quand tu entends un son, tu ressens des émotions. Et tout d'un coup, tu es obligé de décrypter ces émotions, ça passe pas par la tête. Bref. Et là, je me suis aperçu que je recevais des trucs de dingue. Et c'était vachement intéressant. La chance. J'ai pas pu. Parce que nous, quand on nous envoie des trucs. Ça va. Et là, j'ai fait la même chose sur TikTok. J'ai dit, les gars, envoyez-moi vos sons. Et je suis tombé par terre. Alors, j'ai une assistante géniale qui s'appelle Maëva et qui me les sélectionne. Mais franchement, je tombe de ma chaise, quoi. Attends, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Tu fais des écoutes de prod Toi, sur Twitch ? on va t'inviter. Faut qu'on le fasse ensemble. Mais oui, nous aussi on fait ça sur Twitch. C'est pas vrai. Oui, je te jure. Bah, les réacts et tout ça. Ah, bien sûr, des écoutes de prod, on en fait. Mais toi aussi, venez tous les deux. Il y aura de la malice. Il y aura plein de malice. Dans cette cave, il y a 2 trucs, des souris et de la malice. Vous faites quoi après ? Moi, j'y vais. Je savais pas que tu faisais ça. Mais ouais, je vous jure que je reçois des trucs de déglingo et tout. Tu sais, j'ai 2-3 festivals maintenant et tout. Et j'ai ce truc d'aider les mômes, quoi, tu vois, parce qu'on a tous été, parce qu'on a tous été aidés un jour. Et puis parce que parfois, il suffit que tu dises ah, va plutôt là que là. Et tu vois, et le gars, et voilà. D'ailleurs, on est d'accord que c'est très très dur en fait comme exercice. Quand j'ai commencé à faire ça, à écouter les morceaux d'autres personnes et leur donner des avis, au début, tu sais, j'intellectualisais pas beaucoup. Donc tu sais, j'aime bien. Ouais, non, puis surtout, tu sais, et tu prends pas de pincettes. Ça, c'est dur. Oui. Et en fait, plus ça avance, et en fait, plus tu te dis, c'est très très dur d'avoir un avis concret, un avis objectif sur un morceau. C'est pour ça aussi qu'on en fait de moins en moins, d'ailleurs. C'est surtout, moi j'ai l'impression que c'est à force, on sait plus trop quoi dire, dans le sens où souvent, nous on a on reçoit très peu de trucs d'artistes, entre guillemets. On reçoit beaucoup de prod, tu vois, donc des compos, quoi. Des compos, mais des beats qui ont vocation à ce qu'un rappeur pose dessus à un moment. Tu vois. Ah, d'accord. Et donc, nous, souvent... Donc, il n'y a pas la voix, il n'y a pas le texte. Voilà. Des fois, mais c'est très rare. Et donc, Ok. souvent, on se retrouve dans un truc où nous, on juge un peu le caractère... Technique. Vendable, presque, du truc, tu vois. C'est intéressant les 5 premières fois. Et puis après, en fait, nous, on se rend compte qu'on dit souvent la même chose. C'est genre, c'est cool, c'est bien fait. On n'entend pas trop la différence avec ce que les autres font. Donc, c'est peut-être là qu'il faut travailler. Et en fait, c'est la plupart des retours qu'on fait souvent, c'est ça, parce qu'on est aussi suivi par des gens qui, techniquement, sont forts, mais qui sont peut-être au début de leur truc, qui n'ont pas encore trouvé leur patte, tu vois. Pour moi, ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, vous en parliez un petit peu tout à l'heure avec les musiciens, mais c'est que le niveau technique, il a largement augmenté. C'est-à-dire qu'en fait,
moi, parfois aussi, on m'envoie souvent de la musique et parfois, je prends le temps d'écouter. Et c'est parfois très compliqué de faire la distinction entre quelque chose qui est bien et quelque chose qui ne l'est pas. Ouais. Parce qu'en fait, techniquement, tout est plutôt au niveau. Si on parle purement de rap, dans les années 90, moi j'ai commencé à écouter du rap, parfois sur des albums classiques, il y a des mecs qui ne rappaient pas dans les temps. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui rappaient mal. Il y en a Il y en a toujours, mais un peu moins. Oh, mais Mehdi, moins. si tu voyais mes pubs sur Insta. Non, mais globalement, Mehdi. en tout cas, pas dans les albums classiques d'aujourd'hui. Non, Non, oui, tu non, vois ce que je veux dire, oui, c'est mais- qu'en fait, il y a quand même A2H, une fois, rappeur, artiste, me disait, mais aujourd'hui, tout le monde rappe bien. En Ouais. fait, t'as des tutos tous les jours. Tu peux pas ne mal rapper aujourd'hui par rapport à tout ce que t'as. Donc en fait, tu rappes bien, mais est-ce que ça fait de toi un artiste intéressant? C'est ça qui est la grande différence. C'est Voilà. qu'aujourd'hui, tout le monde est capable, et peut-être encore plus avec l'IA c'est pour saturé boucler avec le aussi, sujet d'avant, est capable de faire une bonne prod. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, Mhm. avant, vraiment, sans faire l'ancien, mais quand t'avais pas de tuto, etc., d'accord, t'avais une MPC, mais il fallait encore sortir du son de ça, tu Ouais, vois. ouais, Et ouais. aujourd'hui, je pense que faire un bon rap, tu vois, Ouais. c'est pas très compliqué. Ça rime, ça tombe faire dans une les chanson, temps. Mm. tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui savent faire de la bonne musique. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que où est-ce que c'est singulier? Où est-ce- Et ça qui est ouais. compliqué aujourd'hui. Parce qu'en fait, le niveau technique aujourd'hui et l'accessibilité de la musique, en fait, on peut tous aujourd'hui, en bossant un peu, faire un truc qui est OK. Mais qu'est-ce qui fait que c'est génial, en fait? Qu'est-ce qui fait que c'est ou nouveau ou radical? Tu vois, vous avez dit, ce mec, il pose vraiment les bonnes questions. Exactement. Bien sûr, mais Non, mais c'est c'est un vrai, en métier plus. aussi. hein. Moi, C'est moi, un de la métier. bouteille. Moi, Voilà, pour moi, non plus, c'est une question que j'avais pour vous aussi au global, c'est justement, est-ce que dans l'avenir, vous imaginez que des légendes de la musique sont encore possibles ou Mais pas? bien Oui. sûr. Tu Ah oui, rigoles je pense que ou quoi? ouais. Mais ouais, bien sûr. Ok. Oui. Mais grave, parce Ah ouais. que c'est nous qui les fabriquons. On a besoin de ça. Quand je vous disais tout à l'heure que dans les tribus premières, il y avait le sorcier parce que c'était celui qui parlait aux éléments, il y a toujours dans une foule quelqu'un qui va se dégager, qui va choper un truc, qui va avoir du magnétisme et puis qui va te faire rêver parce qu'il a une personnalité un peu hors du commun et puis parce que lui, il a des failles et qu'il a besoin de beaucoup d'amour. Enfin bref, il y a un truc dans l'échange entre même un leader et quelqu'un qui se reconnaît en lui. Il y a une énergie qui circule et c'est un fonctionnement qui est hyper naturel, qui est humain et voire qui est animal. Donc toujours il y aura des restas qui nous casseront les couilles. Ouais, mais parce d'accord. que, En fait, c'est toujours une histoire. Il y a toujours une histoire derrière une légende. tu vois. Exactement, Par c'est ce que exemple, j'allais dire. Jimi Une Hendrix, légende, que c'est tu pas que citais du tout à talent. l'heure, tu vois, c'est Tu pas vois. que sa musique aussi, mais c'est pas que sa musique. C'est tout ce que ça englobait, le fait qu'il voulait pas chanter ses morceaux et finalement il les chantait quand même parce qu'il y avait personne d'autre et machin. Et en fait, tout ça, les gens l'intègrent, tu vois, ils Ouais, veulent ouais. ça. Et puis, il venait d'une autre musique que le rock. Il venait de la soul. Donc, tout d'un coup, il vient avec tout le bagage de la soul, voir du jazz et faire du rock. Et là, il explose tout le monde, quoi. Et les autres, ils font merde. Il y a aussi ça qui est intéressant, c'est, j'allais dire, c'est la transversalité, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'un mec qui vient d'un monde et qui va dans un autre monde. Pour le coup, la création aujourd'hui, si on devait se poser des questions, ça serait de l'hybride, quoi. C'est-à-dire, on vit vraiment dans ce monde-là. Ça devient de plus en plus compliqué d'inventer vraiment des choses, mais tu sais, le fait de dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut créer de neuf? Tout a été fait. Cette question, c'est La Fontaine qui se la posait, quoi, tu vois, au XVIIe siècle. Donc, c'est une vieille question. Lui, il a été chopé dans les poèmes d'Ésope, enfin, qui était un Perse du... D'ailleurs, je fais un coucou à tous les Perses qui sont en train de se prendre des bombes sur la gueule parce que c'est un peu mes cousins, si tu veux. Mais voilà, quoi, tu vois. Donc, l'idée, c'est la création, elle est dans l'hybride, elle est dans le recyclage, elle est dans l'accident de la copie. Parce que tout d'un coup, ta copie, elle n'est pas parfaite, mais il y a un petit bug et qui fait que, il se passe un truc. Et c'est ça qu'on va commencer à guetter maintenant dans les IA, quoi. Je me demande s'il n'y a pas un truc aussi un peu cyclique aussi, tu vois. Typiquement, j'ai l'impression que dans les années 2010, dans plein de trucs, il y avait quand même une grosse inspi des années 80. Il y avait vraiment toute une esthétique qui revenait beaucoup en force. Là, on est plus dans un truc où c'est les années 90, début années 2000. Et j'ai l'impression qu'en fait, on fait que reprendre des codes d'il y a 20-30 ans et on les réadapte. Justement, comme tu dis, il y a une forme d'hybridation qui fait que, en fait, est-ce que c'est pas aussi ça? C'est juste perpétuellement reprendre des codes d'avant, les réadapter, et en fait c'est ça, et c'est comme ça que ça va évoluer de manière éternelle, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le truc de la simplicité, entre guillemets, des émotions qu'on ressent, et que celle-là, en fait, vu qu'on ressent les mêmes choses depuis des milliers d'années, combien de manières différentes est-ce qu'on a d'exprimer ces émotions-là aussi, tu vois? Moi, c'est un peu ça que je me dis. En tout cas, moi, je sais que quand j'écris, je gratte dans toutes mes plaies ouvertes pour finalement dire
quelque chose qui a déjà été dit mieux avant moi, tu vois. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est pas une question d'écrire quelque chose de nouveau ou de raconter quelque chose de nouveau. C'est une question d'émotion, en fait. Ouais, c'est un peu cliché, mais c'est ça le sujet. Tu vois, c'est qu'en fait, c'est même, on parlait tout à l'heure du cinéma. On pourrait très bien arrêter le cinéma maintenant si on veut des nouvelles histoires. En fait, il y a assez d'histoires qui ont été racontées, ou dans la littérature. Oui. En fait, après, c'est une question de style et d'émotion, tu vois. Et qu'est-ce qui va faire que ce que tu vas dire et la manière dont tu vas le dire, il y a le fond, il y a la forme. Moi, je suis très attaché à ça, tu vois. Bien sûr. Et c'est en fait, c'est quelle prise de vue, tu vois, ou comment tu vas raconter ce que tu racontes, ou comment. Donc pour moi, c'est ça qui est intéressant aussi. Et donc c'est l'émotion que ça va produire. Je crois que j'ai entendu en parler sur Théodora, et enfin c'est une artiste c'est vrai. que globalement tout le monde aime, j'ai l'impression. Moi, dont je suis extrêmement fan et je suis très très enthousiaste sur cette artiste-là. Comment ne pas? Mais tu vois, en fait, je veux dire, on pourrait très bien se dire, est-ce que c'est nouveau? En fait, est-ce qu'elle raconte quelque chose de nouveau? Est-ce que, en fait, finalement, dans les prods, elle emprunte des choses à des genres qui sont déjà... Elle invente pas un genre. Mais après, c'est une question de comment elle le fait. De cette espèce... On parlait d'hybridation tout à l'heure. C'est une artiste... Et du contexte dans lequel elle le fait. Définition. Et le contexte et d'époque. Tu vois, de ce que ça raconte. Est-ce que c'est une légende? Est-ce qu'il y aura d'autres légendes? Je sais pas si Théodora deviendra une légende, je souhaite, mais en tout cas, c'est en train de devenir, au moment où on se parle, une forme d'icône pour une génération. Et parce qu'elle incarne quelque chose. Donc c'est aussi, tu vois, des questions de... Alors là, on va rentrer dans la mystique et je suis complètement d'accord avec toi. Et pour le coup, je dirais, l'analyse, ça suffit pas à expliquer pourquoi on a les poils qui se dressent quand elle chante. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a, et à la première seconde, ça se passe. C'est ça qui est fou, c'est que très souvent, enfin, je sais pas vous, mais moi, rien que l'intro, avant que la voix arrive, s'il y a une voix, et je suis plus dans des trucs chantés, crapés, mais tu sais que ça va être bien, quoi. C'est fou. C'est fou, tu te gourres. Comme si il y avait quelque chose, tu sais, c'est le prélude. Le prélude, en latin, préludion, c'est ce que tu joues avant le morceau, quoi. Tu vois, tu te chauffes et tout d'un coup, tu sens une espèce de magie. Quand ça arrive, tu fais « Oh ouais !» Et finalement, c'est aussi ça, le miracle de la musique, c'est qu'il y a malgré tout des règles, parce que la gamme, elle est faite comme ça, avec des dissonances, on appelle ça des tensions, et tout d'un coup des résolutions. Et là, quand vient la tension, t'as qu'une envie, c'est que ça se résolve, quoi, tu vois. Et quand ça se résout, tu fais t'es soulagé. Donc c'est ça aussi le plaisir de ça. Et tout d'un coup, quand t'entends une voix de dingue et tout, sur quel que soit, même si la prod, elle a emprunté à droite, à gauche et tout ça, puis que tu peux analyser chaque élément, c'est la voix qu'elle va poser qui va faire que le tout va être complètement mystique. Dans les sons des années 90, il y avait des groupes vocaux américains, mais moi j'en étais dingue, quoi, tu vois, ça grouvait, c'était mortel. Et puis un jour, j'ai un pote qui me fait écouter juste le playback, et le playback, ça faisait poum, ta, poum, ta, poum, ta. En fait, c'était juste les mecs par leur placement qui faisait groover cette espèce de machine qui groovait pas du tout, et tout d'un coup le tout groovait. Donc quand tout d'un coup tu as un artiste qui est habité, il va te mettre le feu à tout ça, et cette magie-là, elle restera toujours, et c'est là que tu feras la différence entre celui qui te fait transpirer de la moustache et l'autre. Je dis au revoir à nos auditeurs parce que j'ai une gamine. Eh ben on te fait merci, gros bisous. Merci infiniment d'être venu nous voir. On entame la dernière partie de cette émission, la famille. Je vais commencer par détendre l'atmosphère avec un paix ou une blague. Si vous êtes d'accord. Ça dépend quelle blague tu veux faire ou quelle. Fais une blague, t'as fait un pet tout à l'heure, là fais une blague. Une blague. Pourquoi les femmes mettent du maquillage et du parfum? Non, on va faire une autre blague. Ok. Allez, que restera-t-il? Et c'est dommage, jusqu'ici tout était bien. Ouais, mais il y a toujours un moment où on rit, quoi. Malheureusement, jamais. Aujourd'hui, la public est plus accessible que jamais, et il est de plus en plus facile d'en vivre ou d'en faire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est de plus en plus facile d'en vivre? Quel changement majeur est-ce que tu observes, André, dans l'économie de la musique, et comment va-t-elle évoluer dans les prochaines années? Le paradoxe, c'est que justement, le changement majeur, c'est que la principale source de revenus des chanteurs, musiciens, etc., c'est le live. Donc, c'est là-dessus qu'on va aller. Alors après, avec un problème, c'est que pour le coup, les stars, vu qu'on vend plus de disques, font payer leurs prestats de plus en plus cher, et il y a des festivals qui commencent à
à ramer, quoi, parce que les prix deviennent complètement dingues, notamment avec les anglo-saxons, ça devient un vrai sujet. Ok. Et voilà, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la musique se digitalise et plus les plateformes font la loi, et plus les gens, ils ont envie d'aller en concert voir leur artiste. Alors après, il y a quand même un truc qui m'interroge sur les lives, ça a commencé un petit peu avec Billie Eilish, qui a juste un zikos sur scène. Oui. Et avec un vidéaste qui lui tourne autour. Et là, récemment, Pour moi, c'est Charlie anglaise. Elle est devant 40 000 personnes, et elle est toute seule, et il n'y a pas de musicien. Et donc, juste avec une bande, et avec un vidéaste qui lui tourne autour. Ouais. Par contre, les vidéos sont géniales et tout. Et le truc de Billie Eilish, c'était que les écrans derrière géants, quand elle a fait Bercy, ils étaient en forme d'iPhone. Donc déjà, c'est drôle, quoi, tu vois. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle culture de l'image qui s'installe. Mais par contre, ne pas voir de zikos, moi, ça m'interroge, parce que ce sont des prods qui sont gigantesque. On va pas dire que c'est une histoire de budget, que tu économises un cacheton de musicien, mais ça veut dire finalement représenter la musique en live, ça n'a plus aucun intérêt peut-être. Les gens ne sont plus que sur l'image. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Après, moi, dans la musique dans laquelle j'œuvre, c'est-à-dire le jazz ou les musiques du monde et tout, tu as encore envie de les voir, tu as encore envie de voir un gars se faire un solo de dingue et tout, et puis transpirer, et puis un batteur répondre à un joueur de tabla, et puis tout d'un coup des violons gratter leur instrument, enfin je veux dire frotter leur instrument, mais voilà, quoi. Donc le futur des revenus, ça va être le live de plus en plus. J'entends un peu ce que tu dis, mais pour moi, tu vois, en fait, il y a encore beaucoup d'artistes qui se produisent avec des musiciens, mais effectivement, les artistes très très grand public, c'est quelque chose, surtout dans la pop, c'est quelque chose qui tend un peu à disparaître. Et justement, est-ce que c'est pas le prix de réussir à construire une légende à l'heure actuelle, c'est-à-dire de partager la scène avec personne, vu que déjà tu es en compétition avec tous les autres artistes? Peut-être. Est-ce que peut-être c'est une ébauche de... Peut-être. Moi, je pense que c'est aussi une question d'iconiser l'artiste, ça c'est certain. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui continuent de vouloir d'avoir des musiciens sur scène. Ça c'est sûr. Bruno Mars, qui est, je pense, le plus gros en ce moment. C'est vraiment la culture de... C'est à l'américaine, il y a un band fantastique. Et puis lui, sur scène, t'as 75 musiciens. Mais peut-être qu'il y a un rapport aussi, comme tu dis. Même Yamé, Yamé sur scène, il est avec tous ses musiciens. Tu tues. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu deux chemins. Effectivement, il y a un côté peut-être où certains artistes pop sont dans une forme d'iconisation, où en fait c'est vraiment la seule personne qu'on va voir sur scène, tandis que d'autres veulent proposer un truc un peu plus grand, je sais pas, tu vois. C'est le bon mot, mais je pense que là où je t'entends, c'est que je pense que effectivement l'aspect full band, ça va peut-être devenir quelque chose un peu d'initié, tu vois, potentiellement. Donc c'est-à-dire que pour les gens que ça intéresse. Ouais. Mais je me demande, c'est pas un truc qui revient en vrai. Moi, j'ai plutôt cette impression-là, quoi. Non, justement. Parce qu'il y a 10-15 ans. Non, parce que pour moi, un artiste même de variété ou de pop, normalement, très régulièrement, il avait des musiciens sur scène. Ouais. Dans le rap et dans la musique plus moderne, etc., moins. Parce que c'est juste, ça coûte trop cher. Alors si, parce qu'on parlait d'hybride tout à l'heure, par exemple, il y a un mec que j'adore, moi, c'est Varnish la piscine. Bien quoi, sûr, bien sûr. Il y a un vrai band de jazzman suisse derrière lui, et pour le coup, waouh, tu vois. Et pareil, tu vois, pour moi, il est extrêmement fort, lui, mais pour moi, c'est de la musique d'initié qui fait un peu, tu vois, c'est pas forcément, je le vois pas avec un grand public, c'est un public très large, tu vois. Et puis même s'il y a toujours quelque chose à faire avec de la musique très minimaliste, typiquement Billie Eilish, c'est la reine du minimalisme, entre guillemets, c'est-à-dire que tu as vraiment une 808, elle chuchote et 2 snaps. Donc, retranscrire ça avec un band, moi, je le verrais comme un défi super intéressant en tant qu'arrangeur, pour un réalisateur, pour un DA musical. Mais peut-être que c'est pas ce que le public vient voir quand il vient voir Billie Eilish non plus, quoi. Et Charli XCX, c'est pareil aussi, c'est quand même très synthétique, moderne, etc. Tu vois. Donc, c'est presque autant une DJ, entre guillemets, qu'une artiste. Alors que la musique qui, justement, est plus organique déjà dans les écouteurs, peut-être que c'est peut-être aussi plus facile de l'aménager avec un band, quoi. Non, c'est très réel aussi. Puis après, dans un autre style, t'as Sofiane Pamar qui est avec un piano et tout d'un coup, les gens se pâment comme s'ils découvraient cet instrument, quoi. Exactement. C'est vrai. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles, et je pense que c'est peut-être... ça serait peut-être une conclusion, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'on essaye de prévoir,
ça ne se passera pas. ça valait le coup de parler 1h30. Vous êtes vraiment présomptueux, les gars. Oh, bah, Vigoureux et présomptueux. Exactement. Mais c'est ça qui est cool. Et puis après tout, j'allais dire même que est-ce que c'est important de se préoccuper du futur, parce qu'aujourd'hui on est tellement flippé avec ce qui va se passer. Les mecs, faut vivre dans l'instant aussi, quoi, tu vois. Et Bien moi, sûr. je crois que tant qu'on sera animé par cette énergie-là, tant qu'on réussira à s'enthousiasmer chaque matin, c'est génial. Il n'y a pas longtemps, c'était l'anniversaire de Keith Jarrett, un des pianistes de jazz les plus iconiques qui soit. Et j'ai fait une petite conf sur lui et tout. Et à la fin de sa vie, il dit les musiciens, on est tous, il n'y a pas de maître chez les musiciens. Et Dieu sait si lui, il était là-haut, quoi. Tu vois. Il disait tous les jours, j'apprends. Il n'y a que des gens qui apprennent, il n'y a que des apprentis, au fond. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder, quoi. Personne ne sera jamais, un grand master. Et le jour où tu commences à te dire je suis un grand master, là il faut t'inquiéter parce que tu seras plus curieux pour apprendre, et du coup si tu te nourris pas de nouveaux trucs, bah tu meurs, quoi. La musique, c'est quelque chose d'organique, on a besoin d'inspiration, on a besoin de tomber amoureux, on a besoin de se faire larguer. C'est quand on se fait larguer qu'on fait les meilleurs sons, non? Je me suis jamais fait larguer. Mais merci pour cette conclusion, André. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci, c'est un plaisir. André, merci à Mehdi qui nous a quitté. Père son âme. Petit ange. Père son âme. J'arrive encore à l'entendre. C'est comme s'il était là parmi nous. Les gens d'Industrie Radio, Apple Music, prenez bien soin de vous. Bisous. Ciao, ciao.